Salut les sorceteurs et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée qui évolue dans ce monde fabuleux qu'est le milieu de l'édition. Tu t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa plume. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Salut tout le monde, bienvenue dans le meilleur mois de l'année, j'ai nommé... avril, évidemment. J'espère que le printemps pointe déjà le bout de son nez chez vous. Aujourd'hui, c'est le 25e épisode du podcast. Et 25, c'est aussi l'âge auquel j'ai commencé cette émission. Et nous fêtons aujourd'hui ces 2 bougies. Ça fait 2 ans déjà, je sais. Même moi, j'en reviens pas. Mais on en reparle plus amplement à la fin de cet épisode. Ce mois-ci, j'ai le plaisir d'accueillir Yelena, qui est autrice d'imaginaire, très connue pour sa saga en auto-édition Les Fleurs d'Opale, et qui vient juste de sortir un roman de fantasy antique qui s'appelle Persona chez Hachette Éditions. Dans cet épisode, nous parlons de sa grande détermination. Alors certaines diront qu'elle est tout simplement têtue, avec le rira bien qui rira le dernier le plus long de l'histoire de la littérature. Mais on a également parlé de ses campagnes Ulule, de son attrait pour les goodies, pour la fanfiction, ses futurs projets, ses inspirations, bref, un épisode sous le signe de la persévérance et surtout de la chatoyance. Avant de vous laisser avec l'interview, un petit disclaimer, une petite alerte. Ma wifi m'a lâché en plein milieu de l'épisode. Vous allez vite comprendre où est la coupure, c'est très léger, c'est très rapide. Je crois qu'en fait l'univers ne voulait pas qu'on parle d'astrologie. Elle a coupé court à notre conversation. Alors je m'excuse d'avance, mais plus de peur que de mal, vous inquiétez pas. Bonne écoute. Bonjour Yelena, comment tu vas ? Coucou, ça va, merci et toi? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Oui, enchantée, je suis Elena, je suis autrice tout-terrain comme j'aime me définir, c'est-à-dire que je suis spécialisée dans l'imaginaire, mais j'aime surtout essayer plein de genres différents. Et je me suis fait connaître notamment avec ma saga de fantasy Les Chroniques des Fleurs d'Opale dans un premier temps, qui a été auto-publiée. Et puis par la suite, j'ai édité très récemment, puisqu'il est sorti ce mois-ci, le premier tome de ma saga Persona, qui est une saga de fantasy antique chez les éditions Hachette Roman. Voilà, là je fais vraiment la version très très courte. Mais du coup, c'est parfait, c'est tout carré, on a toutes les infos qu'il nous faut. On voit que tu l'as répété et que tu es habitué à te présenter, peut-être pour les salons ou là avec Hachette, tout ça. Je pense les tournées de dédicaces, t'as ton pitch de près. C'est ça, bah disons que ça passe moyen, tu vois, si je fais la rétro de 20 ans d'écriture, ils vont me dire non mais tu te calmes, ça y est, qu'en fait, C'est trop ça. Alors, j'ai commencé en 2006. Tenez-vous bien, prenez un petit verre d'eau, j'arrive. c'est ça. Partie 1. Alors, introduction. Alors, je vais vous dévoiler. Bon bref, Non, je comprends. Mais en tout cas, on ça voit commence que bien. tu t'étais préparée à... écoute, voilà, tu nous as parlé de l'écriture en quelques mots, parce qu'on va forcément rentrer dans le vif du sujet. Mais forcément, quand on est auteur, Mm. l'écriture ne va pas sans lecture. Et je voulais te demander si tu avais toujours été Oui. une grande lectrice, puisque tu nous parles d'imaginaire. Donc voilà, quels univers Mhm. t'ont marqué en grandissant ? Alors, j'ai été une grande lectrice étant ado, effectivement. Disons que mon arrivée dans le monde de la littérature a été un petit peu abrupte parce que, enfin, abrupte et pas forcément consentie. Comment expliquer? En fait, mon père m'a foutu le livre du Hobbit dans mes mains. Voilà, il m'a dit, tu lis ça, ma fille. J'avais 7 ans. J'ai fait bizarrement, je vais pas pouvoir le lire. J'ai fait un énorme blocage dessus. Euh, il a fallu attendre que Harry Potter sorte pour me débloquer et à partir de ce moment-là, je me suis pas vraiment arrêtée. Donc j'ai dévoré les sagas qu'il y avait à l'époque, fin des années 90, début des années 2000. Donc Harry Potter, Eragon, Les Orphelins Baudelaire. Je n'ai pas lu les Percy Jackson malheureusement, mais il faudra que je les lise.
Voilà, mais toutes ces sagas-là, ils sont un petit peu passés. Après, j'ai pas forcément d'attrait spécifique à la lecture, c'est-à-dire que je vais avoir énormément d'affinités avec d'autres médias, notamment les films et les jeux vidéo. Donc, évidemment, Les Seigneurs des Anneaux, tu vois, je me le suis bouffé, mais rebouffé, parce que bah, je vis dans une famille qui est très portée sur l'imaginaire de manière générale. Donc, c'est vrai que j'ai grandi un petit peu dans ce cocon où la fantasy fait partie de la vie de tous les jours, quoi. Et du coup, est-ce que tu es retournée vers le Hobbit en livre après? Ou alors ton blocage est resté ad vitam aeternam Jamais! Jamais! Non! Donc le Je suis traumatisme jamais perdure, quoi. revenue! C'est terrible. Alors j'ai lu Les Seigneurs des Anneaux, j'ai même lu le Silmarillion, tu vois, pour te dire un petit peu, j'étais plus là. Mais alors le Hobbit, non, j'ai fait le jeu vidéo. D'ailleurs, le jour du grenier a sorti une vidéo dessus il y a 2 jours, ça m'a fait rire. J'ai vu j'ai vu les 2 premiers films de la trilogie, j'ai abandonné parce que je me suis dit: «Non, je ne veux pas». Alors voilà, je pourrais te raconter le livre, mais je ne l'ai jamais lu. Ça a été vraiment un énorme blocage. Enfin, en fait, c'est l'histoire de ma vie, hein. Tout ce que je pourrais te raconter comme anecdote, c'est quelqu'un m'a dit de faire comme ci et j'ai fait comme ça. Donc Non, mais c'est bien parce que j'ai l'impression que tu as lu tout ce qu'il y avait autour, possible et inimaginable, mais voilà, juste pas je celui-là. peux avoir une conversation avec quelqu'un qui connaît l'univers. Je suis pas une grande experte, mais voilà, disons que ça fait partie de mon lore personnel. Ça a beaucoup influencé ma manière de construire les mondes, mais je n'ai pas lu le Hobbit. OK, d'accord. Donc ça, voilà, on a Voilà. tes débuts en lecture et pour l'écriture, comment ça s'est passé? Pour l'écriture, alors, j'ai commencé à écrire d'abord des petites poésies, plus au collège. Même gagné des prix, à mon plus grand étonnement. En fait, j'étais en troisième, j'avais un groupe d'amis assez soudés qui avaient commencé à écrire une histoire à 6 mains. Mais je n'avais pas été conviée au projet, je sais plus pourquoi, j'étais pas là cette soirée-là, ou je sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, j'étais tellement vexée comme un pou que j'ai commencé à écrire ma propre histoire toute seule, en me disant nananaire. Et moi, j'ai continué à écrire et pas eux. Voilà. Ça a commencé comme ça. OK, Voilà, donc quand je te dis, quelqu'un a fait comme si, j'ai fait comme ça, du coup, hein, parce que tu as vraiment le nananaire le plus long de l'histoire, hein. C'est-à-dire que des années plus tard, tu vois, c'est nananaire, bah, du coup, moi, je suis chez Hachette Éditions et j'ai écrit, c'est à peu une près ça. multitude de livres. C'est J'adore. ça, c'est l'esprit de contradiction. Voilà, quelqu'un fait quelque chose, et ben je vais être la grosse tête de mule de service, et bon, bref. Et c'est vrai que je suis très persévérante, mais voilà, à un niveau, peut-être une échelle assez. Il y a pas d'échelle, c'est un escalator à cette échelle-là. J'adore, OK. Donc tu as commencé, bah, sur la toile aussi, enfin, en tout cas, tu as beaucoup écrit, en ligne, et aujourd'hui encore, donc tu as un nom de plume, un pseudo, qui n'est pas un nom composé comme on peut voir, le plus souvent, on va dire, dans des ouvrages, publiés et donc je voulais te demander pourquoi ce Mhm. choix d'un seul prénom? Alors, Yelena est une paladine niveau 1 qui n'a jamais augmenté de niveau, qui faisait partie des, des personnages de jeux de rôle que j'ai incarnés l'été entre cousins. Et en fait, quand j'ai commencé ma petite vie en tant qu'autrice du net, donc c'était en 2006, j'avais 13 ans. Et bah, évidemment, tu ne dis pas qui tu es en ligne, donc bah, j'avais mon pseudonyme bien huilé que j'ai gardé très 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 longtemps. Et en fait, c'est posé la question quand j'ai commencé à publier mes romans, est-ce que alors, il était hors de question déjà que je reprenne mon nom et prénom d'usage parce que j'ai un nom de famille imprononçable que personne ne sait écrire correctement. C'était pas envisageable pour moi, et d'autant plus que je travaillais dans le milieu du soin et notamment psychiatrique, donc ça pouvait poser aussi souci à ce niveau-là. Donc j'ai décidé de garder le pseudonyme, et surtout aussi pour garder un lien avec l'internet, parce que les gens, justement, c'est ça qui est rigolo, c'est que quand ils retrouvent mon livre en salon ou en librairie, ils se disent: ah, mais je te lisais en fait il y a 15 ans, c'est encore toi. Parce que j'ai fait le choix de pas changer de nom. Et ça s'est aussi discuté quand je suis passée chez Hachette. C'était: est-ce que tu veux garder ton pseudonyme? Et j'ai dit oui, parce que en fait, c'est mon identité d'autrice au final. Ça fait un peu double vie, dit comme ça, mais je me voyais pas changer de pseudonyme. La seule raison pour laquelle je pourrais changer éventuellement, c'est si un jour je décide de changer complètement de genre, et par exemple de me dire je vais écrire de la romance cette fois, et bah peut-être que je me retrouverai un nouveau pseudonyme
pour mieux coller, ou en tout cas faire encore une autre vie, tu vois, je vais faire une triple vie. Et, euh, et à ce moment-là, me détacher de ce pseudonyme qui est davantage relié aux gens de l'imaginaire. Justement, comme tu parles d'imaginaire, tu te spécialises un petit peu quand même dans ce Mhm. genre-là. Enfin, tu fais de la fantasy, du fantastique, un peu d'historique, de la science-fiction, de l'anticipation aussi. Et je voulais savoir qu'est-ce qui te Mhm. plaisait dans ces genres-là en particulier. Pourquoi pas avoir dit, bon, bah, je fais du contemporain maintenant et puis basta. Déjà parce que c'est ce qui m'attire le plus en tant que consommatrice de contenu, en termes de films, de livres, tout ça. Je ne vais consommer quasiment que de la SFFF. C'est assez rare que j'accroche à des choses plus contemporaines. Et disons que j'ai vraiment envie d'explorer tout le côté imagination, créativité et de pas me brider. Enfin, le monde est déjà assez, enfin pas moche, mais en fait, pour lire, j'ai envie de m'évader et de voyager, donc c'est vrai que j'ai besoin de me créer des mondes ou de repousser les frontières du possible. Ou alors d'explorer le passé, comme c'était le cas pour l'historique, ou d'explorer les possibilités de l'avenir avec l'anticipation. Mais effectivement, j'aurais du mal à me fixer à ce qui se passe aujourd'hui, parce que moi-même déjà j'ai un peu du mal à comprendre le monde d'aujourd'hui, il est un peu compliqué, hein. Donc c'est beaucoup plus simple d'aller inventer d'autres mondes. Je suis d'accord avec toi. Ok. Et donc tout à l'heure tu parlais de fanfiction, mais tu parlais surtout d'Harry Potter qui t'a un peu aidé dans ta quête de lecture plus jeune. Et bah, tu as fait tes armes, on va dire, ou en tout cas tu as écrit pendant plus de 8 ans une fanfiction Harry Potter, donc, qui est la plus longue Mhm. francophone à ce jour, avec plus d'1 million de mots. Je sais pas si les gens se rendent compte. Hey. Donc tu excuseras ma prononciation du titre, parce que j'ai pas fait latin depuis des années, mais Ludo Mentis Y a pas de Aciem ou problème. Aciem? Aciem? Ouais. Ça se discute. Alors, moi, je dis Ludomantis Atiem parce que, en fait, Mhm. c'est tiré de. Ah mince, Carmina Burana de Karl Orff. Et donc, du coup, en fait, selon comment tu décides de prononcer toute la chanson, voilà. Bref. Mais Ok, tu peux abrévier à Elema, ça marche aussi, hein. On va te faire ok, LMA, très bien. Donc appeler ça. les amateurs de fanfiction comprendront si on dit LMA. Oui, voilà, Voilà, donc du coup, exactement. j'ai totalement impressionnée de voir ces 7 tomes, cette presque décennie d'écriture et bah, multitude de nouvelles, hein, parce que tu as forcément fait, Mhm. enfin, tu as creusé tout l'univers d'Harry Potter. Et voilà, je voulais te demander comment tu t'étais lancée dans ce projet titanesque, et est-ce que tu savais au début si tu allais écrire sur toutes les années donc à l'école de Poudlard, ou est-ce que ça s'est fait petit à petit? Oui, alors effectivement, et alors, il y a même 8 tomes. C'est vrai que en fait, j'ai Mmh. gardé la surprise jusqu'au bout. J'ai annoncé 7 et j'ai fini sur un énorme cliffhanger. Du coup, les lecteurs, ils étaient en mode «Ah!» Et j'ai dit non, mais en fait, vous inquiétez pas, il y en a un huitième. Et donc, l'histoire, elle a commencé en 2012. Alors, j'écrivais déjà depuis pas mal de temps. Les Fleurs d'Opale étaient déjà terminées à l'époque, hein, pour te donner un ordre Mmh. d'idée. J'ai pas commencé par la fanfiction et je sais que beaucoup de gens débutent là-dessus parce qu'il y a la base de l'univers. Moi, c'était pas du tout mon cas. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, alors j'étais à fond sur Skyrock à l'époque, parce que Wattpad Oui, n'existait pas, donc on trouvait les lieux qu'on pouvait sur Internet pour partager nos écrits. c'est Donc ça. nous avions le merveilleux Skyrock de l'époque. Euh, et on avait toute une organisation. C'était un réseau Skyrock à l'époque. Et on avait ce qu'on appelle les blogs répertoires à l'époque, qui Mmh. s'occupaient de répertorier toutes les fictions que tu pouvais trouver sur la plateforme. Donc, c'est trié par genre, par longueur, etc. Et généralement, les répertoires, alors, en plus, ils t'offraient une chronique et ils te notaient. Enfin voilà, c'était tout un délire. Et ces blogs-là refusaient généralement les fanfictions parce que ils estimaient que c'était des écrits bas de gamme, écrits par des auteurs Mmh. débutants, que c'était voilà, ça avait très très mauvaise réputation à l'époque la fanfiction. Alors, nous étions passés par des heures sombres, hein. Il y a eu les Tokyo Hotel, là on était en plein dans les One Direction. Enfin, C'est vrai. il y a eu beaucoup de choses comme ça. Et donc, je me suis dit, justement, on dit que les fanfictions, c'est de la merde, du coup, je vais en écrire une. On revient éternellement On à... revient, ouais. Et je me suis beaucoup tâtée au départ sur, bon, sur quel univers je pars. J'ai hésité donc entre Supernatural, j'étais vraiment très très fan à l'époque, et Harry Potter. Et du coup, j'ai décidé de faire un mix des deux, hein, parce que c'est, en fait, LMA, c'est un mix Supernatural pas trop assumé et Harry Potter.
Et donc, je me suis dit, ouais, je vais écrire une fanfiction et je vais faire les 7 années à Poudlard, comme Harry Potter. Je me suis dit, let's go. Parce qu'en fait, le principe, pour moi, dans mon écriture, c'est que quand je commence une histoire, je commence par imaginer la fin. Donc, je D'accord. sais où je vais. En fait, dès que je commence un projet, je sais à peu près comment il est construit au début à la fin. Et après, je me dis, bon, j'ai le milieu maintenant qu'il va falloir que je Que construise. je trouve que je ficelle. Voilà, comment je fais pour en arriver à cette fin? Donc, oui, je savais que j'allais faire mes 7 plus 1 secrets tomes quand j'ai commencé ma fanfiction. Alors, par contre, je me suis lancée dedans en me disant, bah, de toute façon, peut-être que je la finirai jamais, comme beaucoup, je vais abandonner, etc. Non, bizarrement, j'ai pas abandonné, je suis allée jusqu'au bout. Ça m'a pris 8 ans, mais je suis arrivée au bout, voilà. 1 million, 5 enfin ouais, 1,5 million de mots plus tard, j'ai posé le mot fin. Et du coup, j'ai commencé à écrire une suite, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Mais ça, c'est une autre histoire. On verra ça plus Ça, tard. c'est pour plus tard, ok. Bah, j'ai écrit un chapitre l'année dernière, tu vois, et puis après, Ouais. j'ai pas encore continué parce que j'ai été prise dans les rouages de Persona, et là, je me suis dit, bon, Ah oui, il va falloir faire un forcément. choix, cocotte. Bon. Oui, c'est pas du tout le même objectif, quoi. Enfin, la fanfiction, Mm. tu le côté partage en ligne, mais là, tu savais qu'il y avait un contrat à la clé, donc de publication. Bah, c'est surtout que quand bah, en fait, à partir du moment où le contrat a été signé, c'est surtout que tu as des délais à tenir, donc tu peux pas te Mmh. permettre de te dire, «Bon, allez, je vais faire un crochet, je vais écrire un chapitre de fanfiction». Tu te dis: «Non, là, en fait, tu as 1 heure pour écrire et tu pas le temps autrement, donc tu vas peut-être avancer sur ton sur ton tome 2, hein». Est-ce qu'il serait temps? OK, d'accord, très bien. Voilà. Non, Hem, non, mais le tome alors, 2 est fini, mais c'était à l'époque, l'année dernière, quoi. je parlais dans l'épisode précédent avec, Olivia, Gomez, que tu connais très bien, parce que tu Oui, as Carter été, sur elle. cofondatrice, C'est ma d'une padawan. association qui s'appelle Génération Écriture, que tu ne fais plus partie aujourd'hui de ce groupe. Mais je voulais te demander, comment ça s'était, fait? Si tu pouvais nous raconter un petit peu les débuts de ce groupe d'entraide? Ouais, alors, je remonte un petit peu dans mon cerveau. C'était en septembre 2010, bah oui, parce qu'en fait, c'était genre la veille de mes 18 ans, j'en souviens. Et justement, on avait eu un gros débat sur Skyrock, je sais plus pour quelle raison, mais à l'époque, on aimait beaucoup s'envoyer des pavés à la tronche, hein, de manière littérale comme de manière symbolique. Et donc, je sais plus ce qu'il y avait eu comme polémique. On en était venu à discuter avec Olivia en privé en se disant: «Mais c'est pas possible qu'on ait aussi peu de reconnaissance en étant, jeune auteurice et d'être, reléguée à voilà, à des gamins qui s'amusent à aligner des mots». Et on avait voulu un petit peu marquer le coup en se disant: «Mais non, mais faut qu'on fasse des projets ensemble, faut qu'on montre qu'on puisse, qu'on peut s'entraider, qu'on a de la ressource». Et du coup, je lui ai dit: «Bah, tu sais quoi? On va créer un blog, ça et puis, on va faire tous ces projets-là». Alors c'est elle qui a donné l'idée du nom, Génération Écriture, et puis, on s'est mis à faire tous ces petits projets qui, de fil en aiguille, en fait, ont grossi, 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 et on a dû en arriver au point où le collectif a évolué en association loi 1901 2 ans plus tard, parce que, on s'est mis à faire des tables rondes partout en France, on a fait des salons où on exposait pour, présenter nos activités, et voilà, ça a duré, moi j'y suis restée pendant 6 ans parce que j'ai dû quitter le navire en 2016. J'ai dû faire des choix dans ma vie. Disons que quand j'ai commencé ma première campagne Ulule, j'ai fait bon, en fait, soit t'empiètes sur ta nuit de sommeil, soit tu gères tout, mais tu peux pas faire les deux. Donc je me suis dit bon, allez, il est temps de passer le relais à d'autres jeunes autoristes, parce qu'en plus, bah, le principe de l'association, c'est justement les jeunes autoristes qui s'entraident et qui créent des choses ensemble. Et disons que là, passé le cap des 25 ans, je me disais, bon, peut-être qu'on va filer le relais à d'autres jeunes autoristes talentueux. Et là, ça continue toujours, hein. Je suis ce qu'il faut, c'est très bien. Donc, je suis très fière d'eux. Et advienne que pourra, mais si jamais vous êtes intéressé, si vous êtes un jeune autoriste qui sait pas trop par où commencer, et que vous avez besoin de conseils ou quoi, bah, n'hésitez pas à aller voir sur Génération Écriture. Il y a plein plein de ressources, que ce soit des fiches, que ce soit si vous voulez partager des morceaux de texte pour avoir des avis, vous pouvez aussi. Si vous voulez juste rencontrer des gens IRL pour écrire ensemble, ou sur le Discord, c'est possible aussi. Enfin voilà, il y a plein de projets très différents. Ouais, donc il y a vraiment l'aspect communauté qui est resté et qui continue, pour aider les nouveaux, Mhm. quoi. C'est ça. Donc tu en parles, justement parce que tu viens de nous dire,
que tu avais une campagne Ulule très florissante. Et donc, Cool. je vais en venir aux Chroniques des Fleurs d'Opale, qui comporte plusieurs tomes, donc, enfin plusieurs volumes même, donc 4 tomes en 2 volumes, et qui t'a occupé pendant très très longtemps, parce que comme C'est tu le plus disais, l'inverse. Je passais deux tomes, c'est deux trop. tomes en 4 volumes. Deux, D'accord, oui, je crois. effectivement, c'est plus logique de ce côté-là. Maintenant que tu le dis, effectivement, c'est plus logique. C'est vrai. Et donc du coup, tu nous disais tout à l'heure que tu avais commencé et terminé d'ailleurs le premier jet, avant ta fanfiction, que tu as repris ensuite. Donc je voulais Mhm. savoir comment l'univers était né, puisqu'il t'accompagne depuis de très nombreuses années. Ouais, 2006, l'année de tous les possibles. Alors là, c'était un peu plus tard parce que c'était, bon, il y a eu le premier roman que j'ai écrit toute seule là dans mon coin, qui n'a jamais vu le jour et tant pis pour lui, il restera au fond du tiroir et en fait, il s'est passé, 7 mois, donc du coup, ben, j'ai écrit ce premier roman et en octobre 2006, bon alors déjà l'année 2006 a été marquée par un déménagement, donc c'est vrai que, voilà, quitter son collège, une région, tout ça, arriver dans un nouvel endroit, bon, tu sais, tu commences déjà à te faire des films, sur qu'est-ce que va devenir ma vie, le collège, machin, le lycée et en fait, en octobre 2006, j'ai fait un rêve très prenant, duquel je voulais pas me réveiller. Je me suis réveillée et je me suis dit: «En fait, j'ai envie de raconter cette histoire» et donc c'est parti de pas grand-chose, hein. C'était, un rêve d'une petite gamine aux cheveux rouges qui entrait dans une église et hem et je me suis dit: faut que je continue cette histoire» et donc à partir de là, j'ai brodé et c'est devenu Les Chroniques des Fleurs d'Opale. Donc j'ai écrit le premier tome, je l'ai réécrit en entier en partant d'une page blanche, je l'ai beaucoup retravaillé. Il est resté très très longtemps dans les tiroirs aussi, hein, on va pas se mentir. Et puis voilà, il a eu une très très belle vie sur internet surtout. Heu, à plusieurs endroits différents, en disant que j'avais, toujours cette envie de savoir si mes livres, ils plaisaient juste parce que les gens qui me lisaient, c'était des potes ou si parce que l'histoire en elle-même avait une qualité. Donc j'ai commencé sur un forum, après j'ai migré sur Skyrock et cetera, mais je voulais toujours, tester un peu un public nouveau pour avoir des avis vraiment, objectifs, pas influencés, par les amitiés et les petites, voilà, les affects de chacun. Et bah, voilà, tu as pu développer, plusieurs éditions différentes, notamment par rapport aux campagnes, Ulule que tu as créées, dont la dernière qui a totalement Mmh. explosé. Je crois que j'ai regardé tout à l'heure, c'était 700 de l'objectif, quelque chose comme ça. Enfin, c'était assez dingue, Ouais. pour les éditions, collector et cetera. Et donc ouais, une communauté très engagée qui s'est développée au fur et à mesure des tomes. Et si tu pouvais nous parler un petit peu, voilà, de parce que ça a dû être très, très lourd, enfin lourd dans le sens, beaucoup de choses, à faire et à construire. Ah ouais. Ah non, une campagne Ulule, ça se prépare très longtemps à l'avance et c'est vraiment très, très fastidieux. Après, l'avantage aussi, c'est on la dirige comme on veut et ça, c'était fun, hein, de créer tous les visuels, tout ça, même ça demande du temps, voilà, c'était la partie fun. Donc oui, on a fait la première campagne Ulule en 2016. Non, en 2000 non, 2017. J'ai lancé le mode bac à sable en 2016, mais tu vois, pour te donner un ordre d'idée, ouais, la campagne, non, non, on l'a fait en octobre et le livre est sorti en mai 2017. Tu sais, c'est Alzheimer, tout ça, mais il y a toujours un temps, en fait, entre la campagne et quand le livre il sort. Et donc, la première campagne, on avait lancé, oui, un objectif de 3000, je crois, parce qu'on avait sorti le tome 1 en entier d'un seul coup. Donc, volume 1, volume 2. Et ouais, on avait fait une très belle campagne qui était montée à 7500, je crois, donc qui avait bien rempli son objectif aussi. Et tant mieux parce que finalement, j'étais quasiment déficitaire, merci la Poste et ses envois Colissimo à la con. Mmh. Et là, à partir de là, je me suis dit: «Ouais, c'est le bon plan parce que je peux vraiment garder le contrôle sur tout ce que je veux faire, sur, les goodies», voilà, multiplier plein de goodies. Si j'ai envie de gâter mes lectrices et ben, je le fais. C'est tout à fait possible et donc j'ai continué un peu par ce biais par la suite. On a eu une petite,
Digression pour le tome 2.1 parce que à ce moment-là, il est sorti en septembre, non, octobre 2019 et j'allais partir en Australie. Donc en fait, il fallait que le livre soit imprimé avant la saison des salons et donc à ce moment-là, on a fait une campagne de précommande plus classique sur mon site internet, même si j'avais fait exprès une petite banderole avec des fleurs pour mettre la jauge de réussite du projet. Donc là, c'était pour permettre d'avoir les sous. En fait, dès que les gens précommandaient, j'avais déjà l'argent pour pouvoir commander les livres quasiment immédiatement. J'avais pas à attendre la fin de la campagne pour pouvoir commander tout ce qu'il fallait. Et ensuite, on est revenu sur Ulule pour la dernière parce qu'effectivement, donc c'était le dernier volume, donc je voulais un petit peu marquer le coup et revenir sur Ulule et surtout avoir les éditions collector parce qu'effectivement, on a sorti des éditions reliées, ouais, un peu de luxe avec de la chatoyance de partout et donc pour ça, effectivement, ça a aussi bien marché. En fait, les éditions reliées, j'avais l'idée de les faire depuis pas mal de temps. J'étais passée par un autre fournisseur, ça avait été une catastrophe. Et je me suis dit, bon, bah si les autres peuvent pas le faire, je vais le faire moi-même. Donc, je Ah suis oui, repassée par un autre éditeur, j'ai tout refait, voilà, par un autre imprimeur et financé avec la campagne Ulule parce que j'avais été essayé avec de l'impression sur demande, mais ça avait été voilà. Donc, pas concluant. sachant que ah non, oui, c'était un désastre. Donc oui, je suis passée après par un stock à gérer moi-même, donc toujours moins de place dans l'appartement, hein, le chat étant entre les cartons. Et sachant que les collectors, oui, ils sont bien partis pendant la campagne, mais c'est surtout après la campagne, bizarrement, qu'ils sont encore mieux partis. Enfin, bizarrement, non. Disons qu'un livre auto-édité qui fonctionne, il fait vite le tour des réseaux, il attise beaucoup de convoitises. Donc, c'est vrai que quand les gens ont commencé à recevoir leur colis de la dernière campagne, les gens étaient là. Mais il est trop bien, il est trop beau ce livre, mais je le veux aussi. Ah bah il est en rupture de stock définitive. Non, moi tu vas me le réimprimer maintenant en fait, meuf. Donc, on est en train de refaire les campagnes de précommande, donc là on a fini la campagne de précommande du 1.2, nouvelle réédition, en janvier, et puis on verra pour le tome 2 plus tard comment ça s'organise. Mais c'est vrai qu'au final, c'est une saga qui a une très longue vie parce que bah, le premier tome est sorti en 2017 et aujourd'hui je continue à en vendre plein. Donc c'est assez Bah, fou. c'est top parce qu'effectivement, enfin, on se rend pas compte quand on n'est pas dans les métiers du livre, mais un livre a quand même une vie assez courte finalement, enfin, surtout après sa sortie dans l'édition traditionnelle. Donc c'est bien, Mm. tu vois, que ça soit relancé à chaque fois, diverses éditions, et puis qu'on t'en redemande, qu'on te menace un petit peu pour des nouvelles impressions. Oui, voilà, après t'as le côté pas cool, parce que Oui. ça pose question aussi, disons que quand les éditions brochées sont disponibles, et qu'elles sont aussi quand même assez sexy, hein, on va se l'avouer, et que les gens te réclament en MP, non mais moi je veux le relier, et que le relier, parce que le relier, moi c'est plus confortable pour moi, et comment ça se fait? Oh c'est vraiment dommage que tu le fasses pas, tu te dis mais attendez, vous voulez, c'est juste parce que vous voulez un joli bouquin toc toc à montrer à vos potes ou c'est l'histoire que vous voulez et tu te Mm, remets un peu en question en te disant mais au final qu'est-ce que le lecteur ici il attend du livre? Est-ce que c'est juste l'esthétique à montrer sur les réseaux ou est-ce que c'est vraiment l'histoire en elle-même? Voilà, c'est un peu dommage parfois, mais bon, tant mieux s'il surtout que continue à plaire. tes couvertures de base sont grave canon, hein, on va pas se mentir. C'est pas comme si t'avais des couvertures toutes Mm. simples de base. Euh, voilà, Oui, l'illustratrice en plus est très connue et enfin je sais pas. Moi j'aime bien les deux. oui. Je viendrai pas te harceler en MP pour la version Oh, c'est collector. gentil. Merci. Bah écoute, avant de continuer, j'aimerais faire un petit interlude, un petit portrait chinois que je fais à Mm. chaque interview, pour savoir qu'est-ce que tu serais pour divers objets et diverses situations. Et donc, je vais commencer par si tu étais une senteur de bougies, ce qui tombe bien avec ton actualité. Voilà. Euh, J'aime beaucoup Popcorn. Ok, Ouais, le je m'y côté très attendais pas du tout sucré, à très ce. lié. Non, mais en fait, parce que le popcorn, je l'associe vraiment au moment dans les cinémas et Mhm. le côté un peu évasion. On va passer un bon moment dans l'imaginaire et on se coupe du monde.
Et voilà, c'est vrai que alors c'est une odeur que j'affectionne beaucoup dans les bougies et que je me fais surtout pour moi. Parce que oui, je fais des bougies pour les autres, mais je fais quand même des bougies pour moi, faut pas déconner. Donc c'est vrai que le soir, moi, j'aime bien m'installer, voilà, avec mon ordi et ma bougie popcorn. C'est voilà. Je sais pas, c'est comme ça. Top. Ok, très bien. Si tu étais un genre musical. De la musique symphonique, sans hésitation. C'est avec ce genre de musique que j'écris le plus et voilà, je n'en changerai pour rien au monde. Ok. Si tu étais un super-héros ou une super-héroïne. Si je dis pas Batman, je pense que mon fiancé va partir, va me quitter. Donc, par mesure de précaution, je vais répondre Batman. J'aime Batman de tout mon cœur, mon amour, je te promets. J'adore, ok. Si tu étais un objet lié à l'écriture. Oula, un ordinateur. Parce que je suis hyper performante, mais je tombe rapidement à plat de batterie. Disons qu'au niveau social, tu vois, je fais une séance de dédicace et il me faut 3 jours pour m'en remettre derrière. Donc, Je te comprends. je, voilà. Ok. Si tu étais un jour de la semaine. Un jour de la semaine. Je serai le vendredi. Beaucoup d'espoir dans ce qui arrive après. Ok. Si tu étais une ville. Rome, sans hésiter. C'est Ok. une ville dans laquelle je suis tombée amoureuse il y a longtemps et qui m'a beaucoup inspirée pour ma dernière saga. Donc voilà. La boucle est bouclée. Oui. Si tu étais une boisson chaude. Un cappuccino. Ok. C'est ce que je Et prends si tu étais une régulièrement. fleur. Ouh. C'est différent. Alors, ma fleur préférée, c'est les œillets, mais si j'étais une fleur, moi, hmm, euh, peut-être, non, j'allais dire un lys, mais ça sent très fort les lys, alors ça me donnerait mauvaise réputation quand même. Euh, mais voilà, des petites fleurs sauvages, voilà, qu'on aime bien. Elles sont jolies dans les champs, elles sont à leur bonne place et ça sert à rien de les cueillir. Elles sont très bien comme elles sont en liberté. Et puis là où elles sont, faut pas les sortir de leur environnement après, elles sentent pas très bien, elles sont très vite perturbées. Parfait. Ok, très bien. Alors, pour revenir du côté écriture, parce qu'il faut un jour arrêter le portrait chinois, est-ce que tu pourrais nous pitcher ta nouvelle saga? Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, le premier tome de Persona, La capitale de lumière, est sorti ce mois-ci, donc en mars. Mhm. Tu as voulu changer de l'univers médiéval et fantasy, entre guillemets, habituel, puisque c'est un côté beaucoup plus méditerranéen. Alors, est-ce que tu peux Mhm. nous expliquer c'est quoi Persona? Alors, Persona, ça se passe effectivement dans un monde qui tire sur une époque antique avec une ambiance méditerranéenne. Donc oui, les cyprès, les oliviers, le thym, le romaringue. Ouais, je te fais le même accent qui va avec. Voilà, une ambiance très solaire. Et ça se passe dans le monde de Lux, qui porte très bien son nom, où la lumière va déterminer l'avenir de certains individus. Dans le sens où le peuple est divisé en 3 catégories. On a les personnes normales, qui ont juste été considérées par la lumière. On a les personnes qui ont été ignorées par la lumière à leur naissance, donc qui n'ont pas d'émotion, qui n'ont pas d'ambition, qui manquent d'initiative, etc. Et tu vas avoir ceux qui, à l'inverse, ont été touchés par la lumière. Eux, ils en ont reçu un petit peu trop et ça a fait qu'ils développent des dons magiques singuliers. Voilà, un peu comme les X-Men. Chacun a ses propres dons qu'il peut manipuler à différents degrés. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont été plus ou moins touchés par la lumière, il y en a un peu trop, et d'autres, des fois, tu te demandes à quoi servent leurs dons, mais bon, voilà. Et en fait, la société craint beaucoup ceux qui ont des dons, parce que il y a eu des problèmes par le passé, et surtout, on n'aime pas ce qui est différent. Donc, les personnes touchées par la lumière, ou en tout cas les enfants, sont enfermés dans des établissements qu'on appelle des officiats. Et à leurs 18 ans, ils ont un choix à faire, c'est-à-dire que soit ils décident de garder leurs dons, mais ils vont être affectés au culte, qui est la religion, donc ils vont toute leur vie rester dans les rangs, on va les surveiller, voilà, c'est des dons disciplinés, on va dire, ou alors ils décident d'abandonner leurs dons, mais dans ce cas-là, il faut qu'ils se marient, parce que le sacrement du mariage est le seul moyen de se séparer de sa lumière, et donc voilà, d'être libre et de vivre comme une personne normale.
Et donc, c'est l'histoire d'Andrea qui habite dans un de ces officiums. Donc, Andrea, il a 17 ans. Euh, il va bientôt devoir faire son choix, mais c'est mieux de pas se poser la question. Hein. Non, non, ça n'arrivera pas, ce genre de choses. Et en fait, dans les officiats, les enfants doivent aussi répondre à des missions, c'est-à-dire que c'est super sympa, on est dans une société qui ressemble un petit peu à la nôtre, donc c'est ultra capitaliste, et on se dit que tant qu'à faire, s'il y a de la magie, des pouvoirs, on va les utiliser avec de l'argent. Donc en fait, les gens peuvent venir dans les officiats, toquer à la porte et dire coucou, j'ai besoin d'un don, de louer un enfant pour faire telle mission. Donc Andrea est don de persona et peut changer d'apparence un peu comme avec des masques, voilà, à son gré. Et on va l'embaucher pour des missions diverses, donc par exemple devenir la muse d'un grand couturier, etc. Et un jour, on a une noble qui arrive dans l'officium d'Andrea et qui va annoncer de but en blanc qu'elle embauche Andrea et deux de ses amis et leur dit on va avoir une mission très particulière. Il va falloir kidnapper le fiancé de la princesse royale la veille du mariage. Sinon, le monde de Lux est en danger. Ah, bon. Donc pas le choix, on a une mission suicidaire en vue. Le tome 1 est très court parce qu'il se passe sur 5 jours, donc c'est plein de tensions avec un compte à rebours qu'il va falloir suivre. Et voilà, ce sont les bases du tome 1 en tout cas. On va un petit peu évoluer dans cette ville qui est Phaos, la capitale de lumière, où se déroule justement le fameux mariage très attendu et qu'il va falloir saboter. Mince pour le Ah, mariage quand même, hein, dommage. Mais bon, sinon pas d'histoire, pas le choix. exactement. Ok. Alors l'histoire de la sortie, enfin en tout cas du contrat de Persona est un peu particulière parce que bah, c'est pas toi qui as démarché, qui a envoyé ton manuscrit à des maisons d'édition, c'est les éditions Hachette qui t'ont contacté directement. Donc voilà, je voulais te demander si tu pouvais nous parler un petit peu de comment ça s'était passé la création de ce manuscrit. Alors j'ai reçu un mail en mai 2021, donc je lançais à peine ma campagne Ulule des fleurs la dernière. J'étais un petit peu dans un moment de pivot parce que je me suis dit oh bah je vois les gens avancer autour de moi. Tu sais, j'avais plein de copines autoristes bah, qui commençaient à être éditées, à avoir une belle visibilité, tout ça. Et puis moi j'étais là, moi j'ai mes livres en auto-édition, c'est très bien, hein, mais j'ai l'impression de patauger un petit peu. Et un peu comme si c'était tombé du ciel, donc je reçois un mail des éditions Hachette Roman me demandant, alors il venait pour plusieurs choses, notamment pour une possible réédition des fleurs, ça s'est pas fait pour diverses raisons, mais voilà, pour une possible collaboration autour d'un projet. Je leur ai envoyé un premier manuscrit qui leur a pas qui leur a pas plu, ça leur a beaucoup plu, mais qui correspondait pas à leur ligne éditoriale. Donc ils m'ont dit bah on prend pas votre manuscrit, hein, désolé. Bah, ils m'ont pas dit gros bisous à bientôt, hein, mais bonne continuation. Puis si jamais un jour à l'occasion, voilà, comme toujours, l'histoire de ma vie, j'ai dit non mais c'est hors de question que vous me laissiez là-dessus. Moi je vais vous écrire autre chose et puis voilà. Donc en 48 heures top chrono, j'ai inventé l'intrigue du tome 1 de Persona. Voilà. J'ai écrit les 5 premiers chapitres, ça m'a pris 2 semaines. Et je leur ai envoyé enfin, j'ai envoyé déjà des amis pour leur dire c'est bon, je pars pas trop dans un délire. On dit non, vas-y, c'est très bien, fonce cette fois, ça pourrait convenir à leur ligne édite. Donc j'ai envoyé les 5 premiers chapitres et là, bingo, ils m'ont dit ah bah là on sent le potentiel, continuez, on va voir ce que ça donne. Et puis du coup, bah, ils ont suivi un petit peu le projet semaine après semaine et puis voilà, quand je leur ai envoyé le manuscrit final, quelques mois plus tard, j'ai eu un petit oui magique. Voilà. Tu vois la persévérance. D'ailleurs, tu es quel signe astrologique pour rester dans les clichés, mais Alors, j'ai envie de te demander d'abord, devine. Mm, mm. bah moi je dirais direct un signe de feu, mais après je sais pas, Alors, je j'hésite. suis vierge ascendant vierge et non, je suis lune en bélier, tu vois, j'ai un petit truc quand même. Ah, c'est la lune, c'est la lune, c'est la lune. Non, en vrai, ça va avec le côté vierge parce que je vais rester dans les très dans les clichés, mais ma mère est vierge et du coup, oui, c'est très organisé, c'est très persévérant. Oh, bah alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Y a pas de souci. Désolée, je sais pas, ma wifi, elle m'a dit non. Alors qu'elle marchait très bien jusqu'à maintenant, mais elle me dit non, ça ne Ah là, ouais, m'intéresse t'as plus là, perdu tu tout vois, mon comme intérêt. Tiens, je crois, tu vois, c'est le signe astrologique qui m'a dit non, non, c'est pas intéressant ce que tu t'as fait trop racontes. loin là, ça suffit.
Tu sais, j'étais partie dans un truc comme non, mais je comprends parce que les vierges c'est déterminé, c'est têtu et tout. Et puis boum. Donc Elle ok. t'envoie des Je messages. crois que l'univers a essayé de me faire passer un petit signe, tu vois, genre changer de conversation, c'est intéressant pour personne. Excellent. Ok, et pour rester dans Persona, je me rappelle d'une newsletter que j'avais reçue de Hachette Roman qui forcément présentait ton roman, la couverture, etc. et qui avait utilisé un petit gif de Arya dans Game of Thrones. Bon, pour ceux qui connaissent pas la série, c'est un personnage, un des personnages principaux. Et elle a un passage, on va dire, enfin, c'est un peu compliqué, je vais partir dans des explications qui vont durer 5 minutes, mais on va dire plus ou moins quelque chose de religieux et elle peut changer les visages. Donc c'était ce petit gif où elle change de visage qui m'a marqué. Et donc je voulais savoir, est-ce que ce gif a été choisi par hasard ou alors est-ce que Game of Thrones a été une de tes influences? Alors Game of Thrones, ça a été une influence, mais pour les fleurs d'opale. Sur Persona, je dirais que je suis partie au complet opposé. Tu vois, je suis partie dans un monde extrêmement lumineux où on va parler de bienveillance et d'espoir et de joie, enfin des trucs qu'il n'y a pas forcément dans Game of Thrones, ou en tout cas pas à la même échelle. Après, je comprends tout à fait le lien qui peut être fait avec Arya. Est-ce que ça m'a influencé? Peut-être que oui, peut-être que non. Disons que je suis partie d'une illustration au départ où il y avait un personnage qui était entouré de masques. Et alors, est-ce que je me suis dit, et si s'il met des masques, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il va changer de, voilà. Et puis, bon, comme Arya, peut-être, voilà, disons que ça n'a pas été fait de manière volontaire, si ça a été le cas. Après, si les gens, ça leur permet de comprendre comment le don d'Andrea marche, tant mieux, effectivement. Je vais leur dire, c'est comme Arya dans Game of Thrones. Andrea met des masques et puis et voilà, il se transforme en la personne. Ça veut pas dire qu'il est la personne, c'est juste un peu comme si derrière c'était un acteur de théâtre et qu'il allait devoir jouer et incarner le personnage qu'il est en train de revêtir. Ok, d'accord, très bien. On parlait tout à l'heure des goodies, voilà, notamment des bougies que tu aimes beaucoup faire. Et là, tu as lancé une collaboration avec les Hmm. shops de Lorée Dubois. Donc cette fois-ci, c'est pas toi qui vas t'occuper directement des petites bougies Et ouais. pour Persona. Et je voulais te demander, voilà, comment vous avez créé ce projet, choisi les senteurs par rapport au personnage. Alors Maëva, c'est une copine. Je l'ai rencontrée sur le forum de fanfiction Harry Potter sur lequel je sévis depuis des années, où j'ai même rencontré l'homme de ma vie. Donc voilà, disons que c'est une petite famille. Et donc Maëva s'est lancée avec son mari dans un grand projet. Donc ils sont partis, je crois, dans le Loir-et-Cher. Ils ont construit une maison et elle fait des bougies artisanales et des fondants. Depuis, ça fait pas très très longtemps, ça fait 1 an et demi. Et donc, voilà, je suis ce qu'elle fait depuis ses débuts. Elle fait du très bon travail, ses bougies sont de super qualité. Et c'est vrai que pour la nouvelle collection de personnages, je voulais vraiment quelque chose de bien carré, de super professionnel. Donc je me suis naturellement tournée vers elle pour lui dire «Hey coucou, j'aimerais qu'on fasse des bougies personnelles». Elle m'a fait «Oh cool». Je fais le gros résumé de la conversation. Et on a décidé de partir sur 2 x 2 bougies, donc deux lots de deux. Euh, J'avais déjà une idée en tête des ambiances que je voulais et une fois que j'ai déterminé les ambiances, elle m'a proposé plusieurs parfums. Et là-dessus, on en a sélectionné plusieurs ensemble, sur lesquels après, elle m'a envoyé plein de fondants. Elle m'a dit, bon bah voilà, je t'envoie plein de fondants. Et puis il y a différentes quantités de chaque parfum dans chaque. Et puis tu les testes un à un, tu me dis lesquels tu préfères. Donc tu sais, j'étais avec mes petites notes en train d'essayer de. Tu en plein Covid en plus, alors mon nez c'était l'horreur. Je pense que ça sent meilleur sur celle-là. Et puis je prenais des petites notes. Bref. Au final, je lui ai dit, bon bah voilà, on prend celle-là, celle-là, celle-là. On a dessiné ensemble, elle m'a coulé mes petites bougies, je me suis occupée des étiquettes derrière, et puis voilà, on a fait une très belle collection. Donc pour l'instant, il y en a 2 qui sont en vente, donc Faust sous les étoiles, qui est lavande bois d'olivier, et Mariage royal, qui est musc blanc ambre. Alors là, comme ça, de prime abord, on se dit, mais ça sent quoi? Et en fait, ça sent super bon. Alors moi, ça me rappelle la maison de ma grand-mère, mais c'est une odeur ouais, très assez fleurie, mine de rien, quand on y pense. Même si, ouais. Vraiment, je l'adore celle-là. Et puis, les 2 autres, ça sera des bougies d'ambiance plus rattachées au tome 2. Ok, d'accord. Et au niveau de
comment dire? Le fait d'exploiter tes goodies, c'était important pour toi de garder quand même la main mise, même si tu étais maintenant en maison d'édition? Parce que c'est vrai qu'en auto-édition, pardon, on peut tout Mmh, faire. mmh, On a la main ouais. sur tout, mais une fois qu'on a un contrat, bah, on n'a pas toujours le choix, bah, voilà, les goodies, produits dérivés, et cetera. Mmh. C'était hyper important pour moi parce que, c'est vrai que, dans le monde de l'édition française, on n'a pas encore tendance à faire beaucoup de goodies. Alors il y a des il y a c'est une position que je comprends tout à fait même du point de vue des consommateuristes dans le sens où, ça sert à rien d'avoir 3 millions de goodies là pour faire de la consommation et de la consommation. Mais, en tant qu'amatrice de monde imaginaire, enfin, là encore, tu as peut-être pas d'image, mais j'ai 3000 Funko Pop, j'ai plein de décorations qui sont liées à des références geek. Enfin, chez moi, tu check du geek partout. C'est vrai que je je regrette un petit peu que ça se fasse pas davantage sur des univers de fantasy ou même francophones. Et j'ai adoré le faire pour les fleurs d'opale et ça me fait vachement plaisir quand je vois des gens repartir avec des cartes postales ou des petites affiches pour les accrocher chez eux, parce qu'au final, mes univers vivent chez les gens. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais au final, c'est pas que le livre. On va avoir plein d'éléments qui vont se rattacher à des ambiances, à des personnages, etc. Et quand j'ai reçu mon contrat chez Hachette, justement, ça a été un point de négociation, genre où je leur ai demandé spécifiquement, j'aimerais garder mes droits sur tout ce qui est merchandising, pouvoir commander des illustrations si je le veux, voilà, faire des goodies si j'en ai envie. Ça a vraiment été un point sur lequel j'ai insisté dans mes négociations. OK, d'accord, très bien. Et donc là, tu nous as fait la surprise, d'annoncer la sortie du tome 2 qui sera pour septembre. Donc c'est Persona toujours, hein, le nom de la saga, La Citadelle Sainte. Donc c'est tout bientôt, ça approche, enfin, c'est tout bientôt. C'est dans quelques mois quand même, mais ça va aller vite. Ouais, ça doit Hem arriver très vite. et est-ce qu'il y a des trucs que tu peux nous teaser ou pas du tout? Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que je peux teaser, ce que j'ai le droit de dire. Je pense que mon éditrice va écouter le podcast avec grande attention et j'ai pas envie de faire de bêtises, Cyrine, promis, je ferai pas de bêtises. OK, ne spoil Hem, rien. voilà, je peux pas trop spoiler. Alors, ce que je peux en dire peut-être, c'est qu'on a toujours cette ambiance un petit peu, pas huis clos, mais ça se passe encore dans une autre ville où on va rester vraiment dans cette ville qui là a beaucoup plus une ambiance Vatican. C'est une cité-État sur une presqu'île avec voilà des énormes bâtisses, plein de statues, de fioritures. Vraiment, ça dégouline d'or de partout. C'est de la chatoyance à l'état pur. Euh, et on reste voilà un peu dans ce. Au final, les lieux dans Persona ont leur propre vie. C'était ça qui était important et je pense que c'est pour ça qu'on a choisi les lieux en sous-titres. C'est parce que les lieux incarnent eux-mêmes des personnages. Au final, le lieu devient OK. vivant en quelque sorte. Voilà. Et bah, est-ce que tu as aussi d'autres projets? Parce que j'ai cru voir sur ton site internet que tu avais, énormément de choses en cours. Est-ce qu'il y a des trucs dont tu peux nous parler ou pas encore? Des projets, j'en ai 3 millions. Après, d'ailleurs, c'est un peu le souci qui s'est posé avec Persona, c'est quand Hachette est venu me démarcher, je me suis posé la question, est-ce que je ressors un projet des tiroirs ou est-ce que je pars sur quelque chose de complètement nouveau? Et je suis partie sur quelque chose de complètement nouveau. Donc au final, est-ce que les projets que j'ai dans les tiroirs, je les ressortirai un jour? Peut-être que oui, peut-être que non. En fait, tu vois, disons que ça s'accordait à la Yelena qui avait 20 ans. Est-ce qu'aujourd'hui je m'accorde toujours avec ça? Peut-être moins. Bref, on verra. Il y a juste un projet en particulier sur lequel je m'accrocherai, c'est celui qui a été refusé par Hachette parce qu'il est inclassable ce projet. Mais c'est de l'anticipation sociale, donc en fait ça se passe dans 20-30 ans. Et ça va être plein de questions écologiques et sociales sur lesquelles je m'interroge moi-même beaucoup. Donc voilà, j'avais envie d'exploiter un petit peu ça. Ça sera un one shot, hein, c'est pas un gros projet, mais voilà, qui va me sortir un petit peu de mes carcans habituels de fantasy. Là, on va rester dans le monde réel pour une fois, mais un peu plus loin. OK, très bien. Je voulais te poser une question par rapport aux réseaux sociaux aussi, puisque tu es pas mal active sur TikTok. Enfin, moi, en tout cas, j'ai tous tes TikTok qui se mettent quand j'ouvre l'application. Et c'est toujours très humoristique. Tu réponds aussi à des questions, notamment quand tu es en train de faire des dédicaces, donc ça permet un petit peu de faire des FAQ, mais aussi pas mal de parodies quand même. Et je voulais te demander ce qui te plaisait avec ce format.
Alors TikTok, ça, je me suis mis assez récemment, ça fait une bonne année que j'y suis. Bon après c'est plus le côté court et voilà les trends certaines me font hurler de rire. Bon, je passe beaucoup trop de temps sur TikTok, moins dernièrement, heureusement d'ailleurs. Hem, Après, ouais, j'essaie d'alterner, voilà, des story time et des vidéos humoristiques, mais ce qui est assez hallucinant, c'est, alors j'allais dire l'algorithme, mais tu vois, je donnerais pas autant raison depuis septembre, octobre, où l'algorithme, je sais pas ce qui lui est arrivé, il a pris un verre de trop et il s'est couché dans le caniveau. Euh, Parce que tu pouvais faire une petite vidéo à la con le matin en te réveillant, et puis tu revenais plus tard et tu faisais 22 000 likes. Ça alors? Et en fait, c'est surtout que ça ouvre beaucoup de portes et qu'il y a des gens sur BookTok qui connaissaient pas particulièrement les fleurs d'opale, par exemple, qui sont entrés dedans et qui ont connu par ce biais-là. Parce que c'est vrai que Bookstagram, euh, à part si on fait la démarche d'aller voir les comptes des autres, qu'ils sont partagés par des connaissances en commun, etc., on a du mal à accéder à des contenus nouveaux parfois. Alors que TikTok, c'est que du nouveau tout le temps, c'est du nouveau permanent, quoi. Donc c'est vrai que ça pète un peu les frontières que certains réseaux sociaux peuvent avoir. Voilà. Ok, très bien. Sur ton site internet, j'ai vu que tu lançais une partie ressources d'écriture. Mm. Mm, mm. Et je voulais te demander, voilà, qu'est-ce que tu aimerais y développer? Qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver si on a besoin d'aide? Je compte y mettre plein de trucs, mais c'est vrai qu'il faut que je prenne le temps, mais c'est toujours la recherche du temps perdu, hein, comme disait Proust. Euh, En fait, sur les ressources d'écriture, alors déjà, il y a plein de fiches que à l'époque j'ai rédigées pour Génération Écriture que j'aimerais repartager. Parce que à l'époque, j'avais construit énormément de fiches, que ça soit sur des connaissances. Par exemple, j'avais fait une fiche sur les connaissances médicales appliquées à l'écriture. Donc, est-ce que quelqu'un qui a reçu un coup de couteau va crever en 15 minutes ou plutôt en 3 heures, tu vois? Enfin, j'avais développé, parce que à l'époque, je faisais des études en médecine, donc voilà, je m'étais dit: «Ouais, cool, je peux faire un lien entre les deux». J'avais fait une fiche sur tous les verbes de dialogue, enfin, j'avais fait énormément de fiches comme ça. Après, peut-être plus aussi des conseils divers et variés. Et j'avais un gros projet, mais j'avais commencé à le faire, et je sais pas si j'aurai le temps de le finir un jour. J'avais commencé à développer carrément un ruban Word pour les autrices et les lectrices, pour avoir plein de petits boutons facilitateurs, en fait, qui te facilite la vie quand t'écris, que ce soit des trucs d'abréviation, que ce soit... j'avais programmé un truc, t'appuyais sur un bouton et paf, ça te le mettait en page tout directement avec les interlignes et les cases commentaires pour que les bêta-lectoristes ils aient la place de machin. Oh bon bref, je sais pas si un jour je le terminerai. Ça fait partie de mes 3 millions de projets. Mais voilà, disons que en tout cas, j'ai ouvert l'espace en me disant, si jamais un jour j'ai le temps, par quelconque miracle, je partagerai tout ce que je sais, tout ce que j'ai envie de partager sur cet espace de site, quoi. Bon, on verra un jour, hein. C'est aussi l'histoire de ma vie, les 3 millions de projets en attente. Mais, Bah, en tout cas, c'est là et tu la porte ouverte, donc il y a possibilité de en effet. voilà, c'est ça. Et puis parce qu'on me demande aussi à chaque fois quand je veux faire des goodies, tu sais par exemple j'avais fait un tuto pour faire ses propres pochettes à livres, je l'avais fait en vidéo sur Instagram et les gens auraient voulu retrouver ces tutoriels, bon bah voilà peut-être qu'un jour je le referai aussi. On m'avait demandé si on est auto-édité, qu'est-ce qu'il faut prendre quand on part en dédicace en salon. Donc j'avais fait une liste de tout ce qu'il fallait prendre, etc. Bref, ces choses-là, en fait, c'est-à-dire que c'est des questions que les gens vont me poser beaucoup en MP. Donc je réponds individuellement, mais je me rends compte que je perds énormément de temps parce qu'il y a plein de gens qui me posent exactement les mêmes questions. Donc c'est vrai que si je regroupais tout au même endroit en disant bon bah hop là, tu vas là, t'auras toutes tes réponses là, j'aurais pas Mhm. à me répéter, ça sera quand même beaucoup plus pratique. Ça, c'est sûr. Bah justement, est-ce que tu as des conseils pour les autoristes qui veulent faire des goodies de leur saga? J'aime bien répondre à deux questions en une. Non, non, mais Je- J'avais quand même pas anticipé la question suivante, pourtant je l'ai sous les yeux, hein. Euh, Bah,
En fait, il faut pas trop se mettre de limites, hein. On en parlait avec Margot sur l'épisode de son podcast qui s'imaginait déjà des jeux d'échecs et tout, mais c'est exactement ça. En fait, faut pas se poser la question, est-ce que ça sera socialement accepté? Non, tu t'en fous. Enfin, tu fais ce qui te fait plaisir. Si t'as envie, je sais pas, moi, tu veux te faire une crèche de Noël à l'effigie de ton univers, mais go for it. Si tu veux te faire des cactus avec des visages de personnages, mais go for it. Enfin, faut vraiment s'amuser à trouver ce qui peut être relié à l'univers, ce qui pourrait éventuellement plaire au lectorisme. Il faut d'abord se faire plaisir à soi et s'amuser à faire des choses. Donc moi c'est vrai que je me suis dit bon, moi quand je me pose le soir j'aime bien avoir monté sur son dessous de verre et avoir une bougie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du thé, des dessous de verre et des bougies, bon, et des savons et des machins. Et voilà, en disant que j'ai essayé d'imaginer pour des petits objets du quotidien. Et ça, comment je pourrais le dériver? Après, j'ai pas tout accompli, heureusement, t'imagines pas la gueule de mon appart si je devais stocker tous les goodies que j'imaginais. Et la gueule de mon compte en banque aussi, surtout. Mais voilà, faut juste s'amuser, trouver les ressources. Si on est autodidacte, et bah tant mieux, on peut s'amuser à faire plein d'arts créatifs. Si on ne l'est pas, et bah faut plutôt se tourner vers des gens qui savent faire. Mais voilà, ne pas hésiter à se renseigner parce que tout est possible, en fait. Ok, très bien. Alors, tu l'as prononcé plusieurs fois pendant l'épisode et on le retrouve pas mal dans tes posts Insta. C'est le mot chatoyance qui est ton mot d'ordre de l'année. Et je voulais savoir pourquoi ce mot et pas un autre. Bah, je crois que le mot chatoyance, il est venu d'un délire d'un groupe d'anciennes copines où, voilà, à chaque fois qu'il y avait un truc trop bien ou qu'il y avait des oh, la chatoyance! Et puis, bah, en fait, c'est resté dans mon vocabulaire commun. Et donc, c'est vrai que, voilà, il restait ce délire du livre avec le titre qui chatoie. Et puis, voilà, tout ce que je fais, ça chatoie. Et puis, de manière générale, j'aime bien tout ce qui est doré de toute façon, dès que ça brille. Et c'est très bien qu'Hachette m'ait suivi dans le délire parce que bah au final quand je leur ai dit bah ils m'ont demandé et ça c'était vraiment très très chouette de leur part. J'ai vraiment été mise au courant de tous les éléments pour la couverture où ils m'ont demandé qu'est-ce que tu voudrais tout ça. Moi je leur ai dit c'est très simple, je veux juste du violet et je veux de la dorure. Et ils m'ont pris au mot littéralement et là je crois que le bouquin il n'existe pas livre plus chatoyant que ce livre quand on en parle entre nous, on parle d'indécence dorée, tellement ça, voilà, tu vois, comme goodies, les lunettes de soleil avec le livre, ça aurait été pas mal, et on n'y a pas pensé, malheureusement. Et voilà, donc la chatoyance fait partie du mot d'ordre de Persona, et c'est tant mieux, parce que c'est vrai que c'est un univers tellement lumineux que si on représentait pas ça par toute cette chatoyance, et ben, ça aurait été passé à côté de quelque chose. Ok, très bien. Bah écoute, pour conclure cet épisode, est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose à faire passer, ou alors, je sais pas, quelque chose que je t'ai pas demandé, qu'il faut à tout prix dire maintenant, tout de suite? Tu as l'antenne. Soyez chatoyants, non, 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 enfin voilà, faites-vous plaisir, amusez-vous, vous conformez pas au genre, et puis voilà, éclatez-vous, mais oui, c'est surtout le fait, voilà, de pas se limiter à ce qui existe, hein. Si vous avez envie de partir dans votre propre délire, et bah faites-le, il y aura toujours des gens pour suivre derrière, hein. C'est vrai, il y a des communautés pour tous les sujets, possibles et imaginables. Tout à fait. Bah, merci beaucoup Yelena. Bah merci à toi de m'avoir invité, ça m'a fait plaisir. Encore merci à Yelena d'avoir accepté l'invitation et d'avoir fêté les 2 ans du podcast avec moi, avec vous, en grande pompe et en grande roulement de tambour. Chatoyance, évidemment. Alors, et oui, il est l'heure d'ouvrir la 3e, j'allais dire génération, mais 3e saison de Toss a Coin to Your Writer. Vous avez vu, mon accent, il s'est amélioré en 2 ans. Hein. L'année prochaine, ça sera encore mieux. Donc, pour ce bon vieux franchouillard Toss a Coin to Your Writer, je vous remercie énormément de votre accompagnement depuis le premier jour, de votre attrait pour les invités, pour les épisodes. Je vois tous vos commentaires, vos étoiles, vos notes, vos petits mots. Et j'ai déjà hâte d'écrire la suite de cette aventure, cette nouvelle année de podcast avec vous. J'espère vous réserver de nouveaux formats, de nouvelles surprises. On se retrouve le mois prochain. Mais d'abord, je voulais vous remercier encore 25 fois. 25 fois merci de me suivre depuis 25 épisodes. Et j'ai hâte d'être au 26. On se voit le mois prochain pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue pour Toss a Coin to Your Writer.
J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maeva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. À très vite.